Mes chers amis, je ne fais pas de détails et je ne mets pas de point intermédiaire à IES ou à IS, dans la mesure où, quel que soit votre genre, vous m'êtes tous et toutes aussi chers, sans point non plus. Vous nous faites l'amitié d'assister en présentiel au 8e controverse de Descartes, et je vous en remercie très profondément. Des manifestations qui durent malgré toutes les difficultés, qui se maintiennent avec obstination et un minimum de talent, sont rares. C'est ce qui nous réunit ici, cette idée selon laquelle nous sommes plus intelligents ensemble dans le dialogue et le partage. Je voudrais saluer évidemment tous ceux qui ne sont pas là dans cette salle, mais qui sont nos invités connectés au niveau national, bien sûr, mais aussi tous ceux qui se sont connectés par convention au Québec, à New York et au Maroc, où plusieurs centaines de collègues sont aujourd'hui connectés. Je les salue tous avec chaleur et fraternité. Aujourd'hui, nous avons choisi un... Alors, je voudrais aussi, avant de l'oublier, parce que c'est essentiel, saluer avec beaucoup d'amitié et de chaleur notre partenaire, je ne dis pas sponsor, parce que c'est un partenaire. Les éditions Nathan ont commencé avec nous et continuent avec nous. Et la petite équipe que nous formons avec la direction de la communication des éditions Nathan, je pense à Nathalie, je pense à Pascal notamment, est une équipe formidable. C'est grâce à elle qu'on arrive, avec si peu de monde, à fabriquer un événement de ce type. Donc, nous allons continuer notre route ensemble, faire aussi bien et de mieux en mieux, de façon à éclairer l'ensemble de nos collègues praticiens. Le sujet que nous avons choisi pour cette 8e conférence, je crois que c'est 8, mais ça peut être 9, hein, j'en ai peut-être oublié, hein, mais je pense qu'il y en a au moins 8 derrière nous. C'est un thème fort que l'on a intitulé « Comprendre, ça s'apprend ». Et quand on dit comprendre, ça s'apprend, ça signifie aussi que, pour certains, comprendre, ça ne s'apprend pas. Nous affirmons que comprendre, ça s'apprend. Nous affirmons que la compréhension ne tombe pas sur les épaules des élèves comme une onction céleste. La pédagogie de la compréhension est une pédagogie explicite, une pédagogie qui demande un suivi très précis, un protocole très strict, mais aussi un plaisir considérable de voir peu à peu s'éclairer, ligne après ligne, l'histoire que le texte raconte. Comprendre, c'est tenter de fabriquer de l'intime avec du conventionnel. Vous me direz, tout ça est un petit peu ésotérique, cher monsieur. Oui et non. Pourquoi est-ce que comprendre, c'est fabriquer de l'intime avec du conventionnel? Parce que devant un texte, devant une phrase, chaque lecteur va avoir une image, des images mentales qui lui sont particulières. Ça, c'est l'intime. Et d'un autre côté, il y a quelqu'un au bout de la ligne
qui a écrit ce texte. C'est un homme, c'est une femme. Et cet homme et cette femme ont écrit ce texte avec l'espoir qu'il sera recueilli par une intelligence inconnue et que cette intelligence, même si lui a disparu, lui rendra hommage. C'est ça la lecture. La lecture, c'est, comme le disait Georges Steiner, c'est cette réception fraternelle de ceux qui est l'espoir désespéré d'un autre. Espoir désespéré d'un autre parce que l'écriture, c'est l'affirmation de la primauté de l'esprit sur la mort. Espoir et réception fraternelle parce que c'est une réception qui se fait au plus profond de l'âme du lecteur, mais en même temps qui est une réception qui respecte, qui dit à l'autre « je ne te trahirai pas ». C'est là toute la question de la compréhension. Et si l'on y prend garde, effectivement, on risque d'avoir des dérives tout à fait regrettables. Aussi bien celle qui consiste à affirmer une toute-puissance d'invention, c'est-à-dire se picorer quelques mots dans un texte et fabriquer quelque chose qui n'a rien à voir avec les intentions de l'auteur. Et ça, évidemment, c'est la trahison. Et puis d'un autre côté, il y a une autre dérive, qui est d'être tellement servile face à ce texte. On s'agenouille devant lui, on s'agenouille devant l'auteur, et on ne laisse pas la distance nécessaire pour dire ce que l'on pense du texte, l'interpréter comme nul autre ne l'interprétera. La question qui se pose aujourd'hui est bien celle-là. La question est la question de l'équilibre. La question de l'équilibre entre le respect qu'on doit pour un texte et en même temps cette liberté que l'on se donne de l'imaginer. Équilibre, alors vous me direz, mais tout ça est naturel, cher monsieur. À quoi bon en faire tant de choses alors que tous les enfants vont aller naturellement et pourvu qu'ils soient entraînés à un déchiffrage rapide et précis, pourvu qu'ils soient entraînés et qu'il ait atteint un certain nombre de mots minutes, qu'on essaye de monter de plus en plus, on se demande d'ailleurs jusqu'où on peut aller, pour peu donc que cet enfant soit doté d'une fluence convenable, alors sa compréhension suivra. C'est la question qui est posée aujourd'hui aussi, c'est-à-dire quand on dit comprendre, ça s'apprend, ça veut dire qu'il ne suffit pas, en tout cas c'est mon point de vue, et j'écouterai avec beaucoup d'intérêt le point de vue des autres ici, mais je pense qu'il ne suffit pas d'être un excellent déchiffreur pour devenir un lecteur responsable. Parce que autant l'affluence se fait dans l'entraînement, autant la compréhension se fait dans la probité et l'éthique. Probité et éthique, c'est-à-dire que je dialogue à distance avec un auteur qui, lorsqu'il a écrit, s'est dit « Serais-je compris comme j'espère l'être ?» et un lecteur qui lui répond en sourdine « J'espère te lire comme tu espérais être lu ». Et c'est cette incertitude de deux personnes qui ne se voient pas, qui sont inconnues l'une à l'autre, que seul le texte réunit, c'est cette incertitude qui fait toute la beauté de la compréhension. Et cela s'apprend.
Cela s'apprend, c'est-à-dire qu'il faut amener les élèves petit à petit à prendre conscience de ce que c'est que lire. Et c'est dans cette prise de conscience des enjeux même de la lecture que se joue la question de la compréhension. C'est donc à une lecture de pondération et de probité que l'école, depuis l'école maternelle, doit nous conduire. J'insiste là-dessus. Depuis l'école maternelle, c'est-à-dire avant même que l'enfant ait appris à lire, il faut lui apprendre à comprendre, c'est-à-dire la lecture de sa maîtresse, voire de son maître parfois. La lecture de la maîtresse va lui permettre de faire ses premières armes en compréhension. Vous verrez tout au long de cet après-midi comment les uns les autres, je pense à Pierre Perrault, je pense à Christine Rouchon, évidemment Maryse, qui est là aussi avec nous, qui vont éclairer cette question de comment est-ce qu'on peut apprendre à comprendre, comment est-ce qu'on fait concrètement, mais aussi quels sont les fondements théoriques de la compréhension. Je terminerai cette courte introduction, parce que je ne veux pas mettre en péril la structure très particulière. Le ministre arrive à 17h45 et par conséquent, il faudra qu'à ce moment-là, nous ayons terminé l'ensemble de nos discussions et de nos débats. Mais je ne voudrais pas terminer sans faire allusion à une question très importante, qui est la question des images, la question des illustrations et la relation entre image, illustration et compréhension. Il est, pour certains, clair ou important que les images accompagnent la compréhension du texte. L'équipe que j'ai l'honneur de diriger et qui travaille depuis très longtemps sur cette question est d'un avis contraire. Ça ne veut pas dire que nous avons absolument raison. Ça veut dire simplement que nous pensons qu'il faut séparer les choses. Que d'un côté, il y a un travail sur le texte lu par la maîtresse ou lu ensuite par l'enfant quand il est autonome, et que là, l'image n'intervient pas parce que ce qui compte, c'est l'image formée par le lecteur. C'est l'image mentale que le lecteur construit, sa propre image, pas une image imposée de l'extérieur. Et d'autre part, des images que d'autres ont proposées, c'est leur propre vision, et qui peuvent ensuite montrer au lecteur que d'autres se sont fait d'autres images. Mais se dire finalement que c'est l'image qui fait sens, c'est-à-dire qui forme la compréhension d'un texte, je crois que c'est prendre un risque considérable, celui de stériliser la fonction imageante. C'est-à-dire de se dire finalement, tu n'es pas capable de te faire tes propres images. Je pense, en parlant d'images et d'images mentales, je pense à notre cher Antoine de La Galandrie, qui le disait si bien, et qui disait, c'est l'image mentale forgée par un individu qui est celle, effectivement, qui restera, c'est celle qui compte. Ça n'est pas l'image de l'extérieur, imposée, qui tombe comme ça, et qui lui dit, voilà, ce que ces mots doivent te faire comme image. Et donc, cette question-là, je crois, est une question très importante. Elle viendra évidemment dans la discussion tout à l'heure, parce qu'elle est au cœur même des propositions des uns et des autres. Il faut prendre la peine, en tout cas, de la discuter. Voilà quelques éléments que je voulais soumettre à votre compréhension.